Donc la Turquie, pas un pays en guerre, on va aller en direction de l'Algérie, qui n'est pas un pays en guerre, mais où la liberté de la presse est entravée. On rejoint Zoher Aïtmourou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes reporter pour le quotidien francophone El Watan. Donc en Algérie, ça se dégrade, hein, côté liberté de la presse. L'un des directeurs d'une chaîne de télévision privée, KBC, l'autre producteur d'une émission satirique et une fonctionnaire du ministère de la Culture sont en prison, en détention provisoire. Hein. Ils auraient contrevenu aux règles de tournage pour 2 émissions de la chaîne. C'est un prétexte ? Bien évidemment, tout ça n'est qu'un subterfuge judiciaire, justement pour mettre ces gens-là en prison. Et à travers eux, il s'agit aussi d'une menace pour toute expression libre et indépendante dans ce pays. Vous savez, cette affaire des directeurs, enfin du staff dirigeant de la télévision KBC, rentre en fait dans une grande affaire qu'on appelle désormais en Algérie l'affaire KBC. En fait, l'affaire KBC, c'est la vente, en fait, l'affaire Al-Khabar, c'est la vente du journal, le groupe Al-Khabar, donc, et le journal donc arabophone, qui est l'un des plus importants du pays et les plus influents, et sa chaîne de télévision KBC, donc à l'homme d'affaires Issaad Arabrab, donc il y a de cela quelques mois. En fait, le pouvoir avait attendu beaucoup de temps pour réagir, donc il a laissé faire donc la vente, et puis il a intervenu pour mettre un terme donc à cette vente, parce qu'il voit justement dans cette vente un danger pour son maintien et un danger pour continuer justement à gérer le pays. En fait, l'affaire KBC, donc et l'emprisonnement des journalistes, etc., rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui en Algérie les préparatifs pour la succession du président Bouteflika. Donc, et vous savez, il y a même des hommes politiques donc du pouvoir qui ont fini par admettre qu'il s'agit bien évidemment d'une affaire politique. Vous savez, le secrétaire général du FLN, qui est l'appareil, le parti État en Algérie, avait déclaré justement que Issaad Rabrab a tout intérêt à mettre un terme à ce rachat du groupe Al-Khabar, et que s'il veut faire de la politique, il n'a qu'à choisir entre faire de la politique, sinon il va perdre son argent s'il continue dans ça. Vous avez écrit un article fort remarqué, hein, le plan pour fermer El Khabar et El Watan bien avant que ces péripéties judiciaires n'adviennent. Il y a une volonté du pouvoir algérien de faire taire des journaux qui ne lui sont pas soumis. Absolument, mais vous savez, justement, l'affaire KBC, donc tout est lié en fait, tout est lié en Algérie. À chaque échéance électorale, justement, le pouvoir fait tout pour museler la presse, pour ne pas dire fermer carrément cette fois-ci des journaux. Vous savez, au lendemain de l'élection de 2014, lorsque le président Bouteflika a été reconduit pour un 4e mandat, donc au lendemain, le pouvoir a décidé justement de fermer Al-Khabar et Al-Watan. D'abord, fermer les 2 journaux pour leur engagement contre le 4e mandat, fermer les 2 journaux parce que le pouvoir voue en fait une haine viscérale, d'abord pour les 2 quotidiens. Il voit dans ces 2 quotidiens justement une source de malaise pour lui. Et il voit dans ces 2 quotidiens son rival politique même. Et donc il pense qu'aujourd'hui ces 2 quotidiens peuvent mettre à nu toutes les politiques qui ont été menées pendant les 4 mandats de Bouteflika, et désastreuses, qui ont conduit aujourd'hui à une crise économique qui se profile à l'horizon, pour ne pas dire qu'on est déjà dedans. Donc on parle déjà d'austérité et on parle aussi d'endettement extérieur. Donc 17 années de règne de Bouteflika catastrophique. Donc ajouter à cela donc tous ces scénarios de succession du président Bouteflika, on parle aujourd'hui de carrément 2 clans qui étaient il y a quelques semaines alliés. On parle d'un clan mené le clan présidentiel, avec un candidat potentiel qui s'appelle Chekib Khalil, l'ex-ministre de l'énergie, et qui traîne beaucoup de casseroles, notamment il est impliqué dans des histoires de corruption. Et le 2e rival, qui sont aujourd'hui le vice-ministre de la Défense nationale, à qui on prête justement des ambitions politiques et à qui on prête carrément des ambitions présidentielles. Donc aujourd'hui, les 2 ailes du pouvoir d'Alger se confrontent, donc livrent bataille.
et pour passer donc justement que ce soit le candidat mené par le vice-ministre de la Défense nationale ou celui du clan présidentiel, il faudrait absolument fermer les deux journaux qui restent critiques, qui restent qui restent donc Allô? Oui, oui, je vous écoute. Merci Zoher, on vous a bien compris. On vous retrouve en fin d'émission pour conclure. Ça vous inspire quoi cette affaire? C'est toujours la même chose, hein, les États autoritaires qui veulent faire taire toute voix discordante. Hein. On emprisonne pour des délits qui devraient pas faire l'objet d'incarcération. Oui, enfin au-delà des États, ça c'est l'exemple de l'Algérie, donc effectivement où il y a un pouvoir qui tente de museler une presse qui ne lui plaît pas. Bon, ça c'est pas nouveau non plus. Il y a aussi ce qui est plus répandu par contre, c'est de savoir à qui appartiennent les médias. Et ça c'est valable également en France. Et quels intérêts ils peuvent éventuellement servir, même si les choses sont faites parfois de façon un peu plus subtile que voilà. Donc toute la question de la liberté de la presse, elle est posée dans le rapport de force qui peuvent exister ou dans les relations économiques. Malheureusement, les médias sont aussi des agents économiques. Il y a un business derrière et que on peut pas. Il y a des moments, il y a des choses qui se passent. Hein, je veux dire, ce qui est en train de se passer à Canal+, par exemple, est un exemple. On va parler en deuxième partie de l'émission. Mais sur cette affaire algérienne, on n'a pas beaucoup parlé en France, hein, je crois. Yann Bir. Effectivement. Il y a eu une petite manifestation consulat. Voilà, il y a eu une manifestation devant l'ambassade d'Algérie en France. Devant l'ambassade d'Algérie, à laquelle RSF a participé. Mais effectivement, on n'en entend pas énormément parler, et pourtant des journalistes français sont également concernés, puisque ces derniers mois, il y a eu des refus de visa pour des journalistes français qui... Lors de la visite de Manuel Valls en Algérie. L'affaire algérienne illustre sans doute aussi les problèmes qui arrive souvent aux médias lorsque des États sont en proie à des luttes de succession aussi. C'est quelque chose qui est aussi assez courant, qu'on voit également pas mal en Asie centrale actuellement, donc dans les 5 pays en ce temps, qui faisaient partie de l'ex-URSS et dans laquelle des despotes vieillissants, là aussi, sont sur le point de passer le relais. Et derrière, quand les appétits s'aiguisent, souvent, là aussi, c'est une situation très délicate qui encourage les autorités à reprendre les choses en main. François Hollenweil, c'est votre avis? Moi, je trouve que ça se durcit singulièrement en Algérie à cause du contexte. Moi, j'ai le souvenir d'une presse algérienne assez libre et assez insolente, si on la comparait à d'autres presses au Maroc ou en Tunisie, il y a quelques années. Donc, cette régression est effectivement assez inquiétante. Elle ne date pas d'aujourd'hui et il faut rester vigilant sur ce chapitre-là. Mais encore une fois, l'Algérie n'est pas le seul pays de la zone où se pose un certain nombre de questions. Au Maroc, en Turquie, Sami Kilic, Bouteflika, Erdogan, c'est le même combat au niveau de la liberté de la presse. L'affaire Koumourié, l'affaire Djoumou, oui, mais il y a une subtilité quand même turque, c'est que là, si j'ai bien compris, on ferme des journaux directement. Alors on ferme pas les journaux, là c'est des emprisonnements de directeurs d'émissions satiriques anti-Bouteflika. En Turquie, la confiscation passe par un semblant de droit. Alors le prétexte en Algérie, c'est pas le délit de presse, hein, simplement les studios étaient mis sous scellés et donc les scellés ont été ouverts. Voilà. En Turquie, on place sous tutelle judiciaire et on nomme des administrateurs qui sont en réalité des artificiers du pouvoir très proches et qui eux, un certain temps, essayent de mener la barque et ensuite on se rend compte que évidemment les exemplaires chutent et là on met la clé sous la porte parce qu'on met en avant cette fois-ci la raison économique. Donc c'est beaucoup plus subtil. C'est un système assez subtil. D'autant plus que la moitié de la presse turque est déjà directement dirigée en gros par le président de la République. Il a mis en place un système qu'on appelle de piscine ou de corbeille où on réunit des sommes d'argent pour les distribuer ensuite à des journaux. Le clan des militaires, plus laïcs, ils n'ont pas pu s'opposer à cette non, parce que là, la question des militaires ne se pose plus vraiment. Plus maintenant, depuis longtemps. En Turquie, oui. C'est-à-dire que là, par exemple, le chef d'état-major était le témoin de la fille du président. D'accord. Donc maintenant, vous voyez la connexion. Ils se marient entre eux. C'est plus comme avant. D'accord. Heureusement d'ailleurs. En tout cas, avant de terminer, je voulais qu'on retrouve Zoher Haït Mohoub à Alger. Zoher Haït Mohoub, vous êtes avec nous?
Oui. Oui, je voulais savoir comment vous voyez l'évolution de votre travail, le travail de la presse en Algérie, de la liberté des journalistes. Ça va aller en s'améliorant, vous pensez, ou pas? Non, hélas, en fait, des jours sombres attendent la presse indépendante en Algérie. Ils seront faits encore une fois d'intimidation, ils seront faits encore une fois de pression, de tentatives de musellement, car vous savez, le pouvoir d'Alger voue une haine viscérale envers la presse en général, et la presse indépendante et critique en particulier. Et toute opposition venant de ces médias, notamment dans la perspective, je le dis et je le redis encore une fois, dans la perspective donc de la succession du président Bouteflika, ils seront prêts à tout pour imposer leur choix, pour imposer leur candidat, sans conteste et sans la moindre opposition. Et donc pour cela, toutes les dérives seront permises. Rien ne l'empêchera de museler la presse et de procéder carrément à la fermeture des médias qui l'arrangent pas, et les médias qui puissent être une source. Zoé Raïdmou, vous parlez de haine viscérale. Est-ce que quelque part la presse algérienne joue pas le rôle d'un parti politique d'opposition? C'est peut-être pour cela. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que la presse algérienne joue pas le rôle d'un parti politique d'opposition, en fait? Ben c'est justement, c'est le regard donc du pouvoir envers la presse. Il voit en lui un parti politique. Il voit dans la presse indépendante, comme je disais tout à l'heure, un rival politique. Il voit en eux une organisation politique, non pas un média qui a tout à fait le droit de critiquer, qui a tout à fait le droit de s'opposer aux choix politiques. C'est l'essence même des médias. Donc, mais pour lui, il est inconcevable qu'une entité, qu'un journal, que même un parti politique fait de l'opposition. Pour lui, tout le monde doit être sous sa mainmise et obéir à ses choix, obéir à sa politique, même si elle est désastreuse. Et là, aujourd'hui, nous vivons justement les résultats de ces politiques qui nous ont menés à une crise économique profonde, doublée d'une crise politique. Et aujourd'hui, donc, rien ne l'empêcherait pour fermer les médias opposants. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à El Watan et correspondant de la ZDF en Algérie, en Turquie.